Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder deux sujets principalement. Dans un premier temps on va parler d'une méthode qui se popularise de plus en plus, qu'on appelle le MOM. J'ai reçu énormément de questions là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi on l'utilise. Je vais vous expliquer la définition après tout. Et je vais vous expliquer comment je l'agence dans mes entraînements et comment vous pourriez en tirer les bénéfices éventuellement si vous voulez faire les choses bien. Mais encore une fois j'ai envie que vous compreniez le tout avant d'appliquer. Dans un deuxième temps on va parler de préparation physique pour les sports de combat. J'ai reçu énormément de questions là-dessus. J'imagine que j'ai beaucoup de combattants qui me suivent et du coup sur Instagram j'ai des dizaines et des dizaines de questions à chaque fois, donc j'essaierai de complémenter toutes ces informations avec un aspect visuel sur ma chaîne YouTube avec plus de vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce que dans les prochaines semaines, il y aura plus de vidéos qui vont suivre. Donc commençons directement par le premier sujet du jour. On va parler du MOM. J'ai vu dans la francophonie ces derniers temps, c'est le nouveau truc à la mode. Tout le monde parle de MOM. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, ça illustre à chaque fois le retard qu'on a parce que le MOM c'est rien, c'est pas nouveau. Encore une fois, c'est là depuis longtemps. Mais dans la francophonie, ça vient avec 5, 6, 8 ans de retard. Et là, c'est le nouveau truc et tout le monde en parle et j'imagine que c'est pour ça qu'il y a énormément d'intérêt et qu'on m'a posé littéralement des dizaines de questions. Oh, explique-nous comment tu fais le MOM, c'est quoi le MOM, pourquoi on l'utiliserait, etc. Donc je vais tout vous expliquer dans ce podcast là, mais commençons directement par la définition. Le MOM c'est un acronyme pour Every Minute on the Minute, donc en anglais qui voudrait dire en français chaque minute sur la minute, c'est-à-dire qu'on a un temps imparti dans lequel on doit accomplir une tâche et le temps qui reste, une fois qu'on a accompli cette tâche sur la minute, eh bien c'est notre temps de repos. Et on peut le faire de deux façons ici. Soit dans un premier temps, on se fixe un temps limité, c'est-à-dire qu'on va faire ça pendant 10 minutes, chaque minute sur ces 10 minutes, donc on décompose ces 10 minutes en 10 fois, et on doit accomplir le nombre de tâches qui est demandé en fonction du programme. Ou alors on pourrait très bien le faire jusqu'à arriver à un échec où on n'arrive plus à compléter tout ce qui doit être complété. On n'arrive plus à compléter la tâche et une fois qu'on n'arrive plus à compléter la tâche, eh bien l'entraînement s'arrête. Maintenant, ça a été popularisé par qui principalement? Je dirais que ça a été popularisé par le monde du CrossFit. Souvent dans le monde du CrossFit, on a différentes parties dans ce qu'ils appellent le WOD, le Workout of the Day. On a la partie Skills, la partie haltérophilie, la partie force, et on a une partie aussi qu'ils appellent, comment ils appellent ça, Metabolic Conditioning, quelque chose comme ça, donc la partie conditionnement, la partie cardio. Et là, ce qu'on va retrouver souvent, c'est soit un AMRAP, d'accord, c'est un des styles qu'on utilise, as many reps as possible, donc on a un temps en partie, on doit faire le nombre de reps, un maximum de fois, un maximum de rounds de l'entraînement qui est donné. Ou alors, souvent, ils vont utiliser dans le monde du CrossFit les MOM, en disant, hey, vous avez 12 minutes, et chaque minute, vous devez faire X répétitions de X exercice, Y répétitions de Y exercice, ok? Et vous le faites comme ça pendant le temps demandé. Donc ça a été popularisé par le CrossFit. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a éventuellement des bénéfices à l'intégrer dans notre programmation. Donc essayons de couvrir un peu tout ça. Déjà, dans un premier temps, comprendre que le MOM, c'est simplement une méthode. Et il y a un dicton que j'adore en anglais qui dit « Methods are many, but principles are few ». Il y a énormément de méthodes, mais il y a très peu de principes. C'est-à-dire que les principes sont le corps de tout, ok? C'est la base de la pyramide. Et à partir de là, on peut créer 1001 méthodes. Et ces 1001 méthodes sont simplement différentes façons d'organiser ces principes qui vont ensuite créer l'adaptation qu'on cherche à créer. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc la prochaine question qui vient en tête, c'est ok, pourquoi chaque minute? Et pourquoi pas chaque minute 15? Et pourquoi pas chaque minute 30? Et c'est ça au final qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas d'explication à ça. C'est simplement qu'on a créé ça comme ça et c'est simplement un modèle organisationnel. Ça pourrait très bien être every 2 minutes on the minute, every 3 minutes on the minute. Ça pourrait très bien être every 45 seconds. Donc voilà, il y a 1001 façons d'organiser le tout. Il n'y a rien de magique avec la minute. C'est simplement un modèle organisationnel. Et pourquoi c'est bien d'avoir un modèle organisationnel? Parce que ça nous permet de mettre un début éventuellement et une fin à notre entraînement. Donc ça, c'est déjà bien. Ça nous permet également de mesurer notre capacité et notre progrès dans le temps. Et je vais un peu m'expliquer là-dessus parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs à rajouter par rapport à ça. Donc déjà, d'un point de vue organisationnel, c'est intéressant d'avoir un MOM versus se dire, ok, je vais faire plutôt 4 séries, 6 séries ou 10 séries avec un modèle un peu plus conventionnel de programme. Et je sais pas quand ça commence, je sais pas quand ça finit. Je traîne un peu sur mon portable pendant les temps de pause. Si vous voulez vous rendre le truc un peu plus strict éventuellement, eh bien c'est intéressant d'utiliser des MOM de ce point de vue là, ok? Maintenant, ça, on l'a noté. C'est un truc à noter éventuellement. Vous êtes limité dans le temps. Je pense à ce contexte qui est intéressant. Vous êtes limité dans le temps. Ah, vous avez que 10 minutes. Ok, 10 minutes. Qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes où je sais que je vais être strict et respecter le tout? Et
pouvoir bénéficier d'un certain stimuli en fonction de ce que je cherche à faire. Donc là, le MM, ça peut être intéressant et encore une fois, vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Chaque 45 secondes, chaque minute 30, etc. Il y a mille et une façons de le faire. Pensez à ça comme des rounds, ok? Comme un boxeur a un round, 3 minutes, 1 minute off, ou 3 minutes, 45 secondes off. C'est exactement la même chose au final, ok? Maintenant, il y a deux façons d'utiliser le MM, je dirais. Il faut se dire que c'est là où je pense que c'est assez bénéfique, c'est que on peut se dire, on peut soit l'utiliser à des fins de développement de son système cardiovasculaire, d'accord, ou alors on peut le faire vraiment à des fins de développement de la force également, ok. Et développement de la force, je dirais que même développement de la force avec le côté hypertrophie en plus. Et c'est là où c'est intéressant et c'est ce que je vais chercher à développer. Et c'est rare qu'on retrouve justement ces méthodes où on peut au final utiliser une même méthode pour développer ces deux choses qui se retrouvent sur des spectres différents. Et là, ça devient intéressant. Donc, pour le côté conditionnement, comme le CrossFit le fait, eh bien, c'est ce qu'on va chercher à faire. On va chercher à stimuler ici son système cardiovasculaire principalement. Donc, on ne cherche pas à ramener vraiment ces muscles vraiment à l'échec musculaire où on n'arrive plus à lever la charge, etc. On va simplement stimuler son système cardiovasculaire et on va faire par exemple 20 secondes de travail et on a 40 secondes de repos, ou 30 secondes de travail, 40 secondes de travail, on sait qu'on aura 20 secondes de repos. C'est là où ça va dépendre de ce qu'on a agencé dans l'entraînement. Et j'en viens directement du coup à la difficulté de créer un bon MM, c'est que éventuellement vous pourriez en faire trop, okay, faire quelque chose qui ne va pas vous amener les bénéfices souhaités. Je donne un exemple bête, vous avez 1 minute et dans cette minute, le coach vous a dit de faire 4 exercices, 10 répétitions, 12 répétitions, j'exagère le tout ici, 20 répétitions d'un truc et 5 répétitions du dernier exercice. Au final, vous vous rendez compte que vous faites la première série, donc qui représente la première minute, et vous avez que 5 secondes de repos. Vous l'avez compris, dès la 3e minute, eh bien, vous êtes cramé, vous avez bénéficié de rien du tout. Vous avez fait 3 minutes de travail, d'accord, c'était pas super, d'accord, ça servait à rien du tout. Donc l'idée vraiment, c'est de savoir agencer le tout pour que on ait cette période de travail qui fait sens et cette période de repos qui fait sens. Et en termes de progression, encore une fois, il y a mille et une façons de le faire. On peut rajouter plus de répétitions et essayer de rester dans le même temps, d'accord? Ou alors on peut essayer de voir comment on évolue dans le temps. Est-ce qu'on arrive éventuellement à un échec au bout de 10 minutes et au final, la semaine prochaine, on arrive à l'échec au bout de 12 minutes. Donc ça veut dire qu'on arrive à générer plus de travail sur plus de temps, donc on est dans le progrès et éventuellement, eh bien, ça nous dit qu'on a amélioré son conditionnement, on a amélioré la capacité de son système cardiovasculaire. Ok, donc d'un point de vue mesure du progrès, c'est super intéressant d'utiliser le MM à condition que ce soit bien agencé. Maintenant, si on se penche de l'autre côté du spectre, eh bien, pour le côté force, c'est ça où je trouve très intéressant. Il y en a qui sont peut-être familiers avec les clusters. Donc les clusters, une autre méthode d'entraînement qui est très intéressante. Et moi, j'ai toujours utilisé cette méthode du MM. J'utilise plutôt les 45 secondes pour les clusters. Ça va dépendre, encore une fois, des phases. Ça peut être 30 secondes, etc. Mais des 45 secondes à 1 minute ou 30 secondes à 1 minute pour utiliser des fenêtres larges, c'est ce que j'utilise depuis des années. Depuis 8 ans maintenant de mes programmes lorsqu'on cherche à développer de la force. Et je trouve qu'on a un bon compromis. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En général, quand on va travailler sur la force, eh bien, différentes écoles, différentes approches. On peut soit utiliser un volume qui est très bas en cherchant la quantité d'intensité la plus élevée, ce qu'on appellerait un top set par exemple, on va faire une série mais on va vraiment chercher l'échec avec la charge maximale, ou alors on va rester dans une intensité qui est très élevée mais faire plusieurs séries sans se rapprocher de l'échec. Donc ça c'est une des méthodologies, mais encore une fois on est dans un nombre limité, ok. Et ce qui est intéressant avec le MM éventuellement, c'est qu'on arrive à utiliser des intensités qui vont être assez conséquentes, qui vont nous permettre de développer notre force max tout en accumulant du volume. Ce que je veux dire par là, peut-être que je ne l'ai pas bien exprimé, c'est qu'on a une relation inverse entre l'intensité et le volume de manière générale. Okay, donc plus on met de l'intensité, plus on a un volume qui est bas. Et avec cette méthode-là, le MM entre autres, une façon d'agencer le tout, même s'il n'y a pas de nom, le concept reste le même, eh bien c'est que chaque minute on peut se dire, ok, je vais faire 2 répétitions à 85% de mon 1 RM. Okay, et donc ça reste des intensités qui sont stimulantes d'un point de vue développement de la force, d'un point de vue système nerveux, mais à force d'accumuler du volume, c'est-à-dire que je vais le faire sur 10, 12, 15 minutes, voire plus, eh bien j'accumule plusieurs répétitions vraiment, et ce qui veut dire que j'accumule cette force endurance, donc je deviens plus endurant à produire des intensités élevées, et il y a un ratio travail-repos qui est intéressant, d'accord, encore une fois, il faut agencer le tout correctement. Et en plus de ça, eh bien, on construit du muscle. Alors que de manière générale, si on va opter pour une intensité très élevée avec un volume qui est très bas, on va
certes stimuler son système nerveux, mais avec ce même exercice, on va pas forcément construire du muscle. Donc là, on a le meilleur des mondes, je dirais. On n'est pas dans le développement maximal de son système nerveux, on n'est pas dans le développement maximal de sa capacité de développement musculaire, mais on a le bon compromis qui nous permet d'avoir un peu de tout. Donc de ce point de vue-là, le MOM, si c'est bien agencé, eh bien on peut le faire correctement. Un exemple, ce serait de se dire, ok, je vais faire un back squat, je vais faire 12 minutes de back squat, et chaque minute, eh bien, je dois rentrer 2 répétitions à 85-87,5% de mon 1RM. Et là, vraiment, je fournis un effort conséquent. J'arrive à timer le tout. J'arrive à mesurer éventuellement ma progression. Si je me dis, en fait, au bout de la 10e minute, j'ai échoué parce que vraiment, j'arrive pas à récupérer et mes jambes elles lâchent. Et la semaine d'après, j'arrive à faire 12 minutes au lieu de 10 et j'ai progressé, ok? Ou alors, je fais mes 12 minutes cette fois-ci. La semaine d'après, la 3e semaine, éventuellement, je le fais avec un pourcentage qui est un peu plus élevé, 2% plus élevé, 2,5% plus élevé. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer le progrès. Donc là, selon moi, encore une fois, c'est une méthode d'organiser les clusters. Personnellement, moi, les clusters, je les organise de cette façon-là. Donc, petit tips ici que je partage avec vous et que vous aurez droit, bien entendu, dans mes programmes pour ceux qui font partie de la team TLM Train Like Me, mon abonnement en ligne où j'offre une programmation de développement athlétique complet de A à Z sur toute une année. Eh bien, on a eu cette phase où on a travaillé justement avec ces clusters et avec cette même méthodologie des EMOM. Donc, c'est très intéressant de le faire de ce point de vue-là. Si vous êtes limité, d'un point de vue temps éventuellement ou simplement d'un point de vue organisationnel, c'est intéressant de le faire. Ok. Donc, voilà, les bénéfices, on l'a compris, on peut développer différentes qualités. On peut l'agencer de différentes façons. La limitation, je dirais, ou le risque, pas vraiment un désavantage parce que ça va dépendre de votre connaissance, c'est de éventuellement en faire trop, de ne pas bien organiser le tout de façon à ce qu'on n'ait pas un ratio travail-repos qui soit intéressant. Donc ça, il faut faire attention. Éventuellement, ça va pas fonctionner. Donc encore une fois, c'est pas magique. Ça vous aide simplement à organiser le tout. Et si vous voulez l'utiliser, utilisez-le. Pendant le temps de repos, eh bien c'est là où, pendant le temps de repos, je trouve qu'on peut être ingénieux aussi. Parce que là, vous savez, ok, j'ai 20 secondes de travail. De manière générale, je fais mes séries. J'ai 20 secondes de travail. Et je finis, j'ai 20 secondes de repos. Ok, 40 secondes de repos. Qu'est-ce que je fais pendant ces 40 secondes? Je vais pas prendre le risque d'être sur mon portable, sinon je vais rater le truc et tout. Ok, je peux faire un petit exercice de mobilité. Je peux me mettre dans une position de stretch, etc., etc. Je profite de 30 secondes de temps sous tension dans ma position de stretch. Enfin, vous voyez, il y a 1000 façons d'organiser le tout, mais ça vous permet d'être productif. Et je trouve que ça, c'est intéressant dans les entraînements de manière générale, principalement pour ceux qui cherchent le développement athlétique. J'ai toujours trouvé ennuyeux les programmes d'entraînement de type bodybuilding. Tu fais une machine, t'attends 1 minute 30, 2 minutes, toutes les séries sur la même machine, pas de superset, pas d'agencement cohérent. Enfin bref, ça m'a toujours saoulé ça. Donc éventuellement, c'est le remède miracle pour beaucoup et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes y trouvent un certain intérêt ou développent cette curiosité. Donc je vous invite à l'inclure bien entendu à condition que ce soit bien fait. J'espère avoir expliqué le tout de la meilleure des façons. Passons directement au deuxième sujet du jour. On va parler de préparation physique pour les sports de combat. Alors pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, j'ai un grand bagage en sport de combat vu que j'en ai fait toute ma vie. Je l'ai fait dans différents pays, dans de grandes organisations haut niveau. Je connais beaucoup de gens. J'ai travaillé avec des athlètes de plus haut niveau également à ce niveau-là. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de questions là-dessus et je pense que je fais pas assez de travail à explorer le tout. Parce que c'est vrai que malgré que ce soit mon bagage, eh bien, je me retrouve à travailler plutôt avec des basketteurs de haut niveau, avec des footballeurs de haut niveau, etc. Donc c'est vrai que j'ai laissé mes compatriotes un peu, mais je vais donner des réponses ici. Et croyez-moi, il y a des programmes qui vont venir par la suite. Il y a plein de trucs qui vont venir par la suite. Okay, donc les questions qui reviennent souvent, c'est comment tu organises une préparation physique pour les athlètes de sport de combat? Alors, il y a plein de sports de combat, bien entendu. Chaque sport de combat a sa spécialité. Je pensais ici principalement striking, pied-point, MMA. Je pense que ce sont les sports les plus communs, mais au final, tout s'applique. Il faut penser en principe dans un premier temps. Et ce que je vais regarder dans un premier temps, c'est que je vais me dire, ok, quelles sont les qualités requises pour faire le sport en question? C'est le premier truc que je vais regarder. Ensuite, je vais me dire, ces qualités, est-ce qu'elles sont entraînées dans le sport d'un point de vue localisé ou d'un point de vue global? Éventuellement, est-ce que ces qualités sont bien entraînées dans le sport? Oui ou non? Oui, très bien. Si c'est déjà entraîné dans le sport, ça fait partie du sport, eh bien, je vais pas chercher à en rajouter en salle de préparation physique. Si c'est négligé dans le sport, eh bien, c'est là que, je sais qu'il y a un drapeau rouge, je dois rajouter ça dans ma préparation physique parce que, malheureusement, je le retrouve pas dans mon sport et il y aurait des bénéfices à le faire. Donc, c'est comme ça que je vais chercher à organiser le tout. Bien entendu, d'un point de vue lentille de mouvement, je vais regarder les articulations, quelles sont les articulations incluses dans les mouvements du sport et on va demander, bien entendu, à l'athlète de faire un travail particulier
Si on a également des blessures récurrentes, des zones fragiles, eh bien là, on va mettre un drapeau rouge là-dessus aussi, ok? Et c'est quelque chose qu'on doit adresser dans un premier temps. Donc, je vais vraiment regarder le tout de cette façon-là. La première qualité, je dirais qu'il faut avoir pour un combattant, en laissant de côté l'aspect skills, l'aspect technique, parce que ça c'est la première qualité à travailler, mais ça se travaille pas en préparation physique, ok? Ça se travaille avec en pratiquant le sport. Donc on va dire que la partie skills, vous l'avez déjà ou vous la travaillez uniquement avec votre coach skills, votre coach technique, et c'est là qu'on doit vraiment créer cette distinction entre coach technique et préparateur physique. Et je dis depuis tout le temps, moi en préparation physique, je fais pas de trucs spécifiques au sport, d'accord? Je fais des trucs spécifiques à l'athlète, d'accord? Aux demandes de l'athlète pour qu'il puisse mieux performer dans son sport. Donc c'est athlète spécifique de manière générale, mais on va retrouver des globalités, des généralités, je dirais, en fonction des sports, de par le filtre que je vais vous présenter ici. Ensuite, donc, mis à part les skills, pour moi, la première qualité d'un combattant, eh bien, c'est l'endurance fondamentale. Okay, l'endurance fondamentale, c'est super important pour un athlète de haut niveau. De tout niveau, n'importe quoi. J'ai oublié ce que je viens de dire, pour un athlète de sport de combat. Okay, on doit avoir de l'endurance. Parce que si on n'arrive pas à récupérer, eh bien, on est mort. Okay, moi, je me rappelle quand j'ai commencé la boxe à 12 ans, mon coach me disait... 3 minutes de boxe sur le ring, c'est comme si tu courais 45 minutes. À intensité où ça pousse, ok? Et c'est vrai, on est essoufflé, on est mort. 3 minutes, c'est super intense, ok? Donc là, vraiment, avoir le cardio, avoir la capacité de récupérer rapidement, ok? On veut récupérer rapidement pour pouvoir montrer ses skills. Parce que si on est très fatigué, eh bien malheureusement, le niveau de performance des skills va diminuer également. On va être moins performant de ce point de vue-là. Donc avoir un cardio, c'est la base. Le meilleur cardio, selon moi, va se développer en faisant le sport. Donc ça, c'est le premier truc. Il faut jamais oublier ça. Le meilleur cardio se fait en pratiquant le sport. Donc on doit pratiquer le sport, et en pratiquant le sport, c'est là, si on a un coach technique qui est intelligent et qui sait organiser le tout, eh bien on va se dire ok, on va pratiquer notre sport, mais on va mettre le focus vraiment sur le côté cardio, et parfois on va mettre le focus plus sur le côté technique, ou parfois un peu plus sur le côté développement de sa puissance, etc. Ok, donc c'est là où, encore une fois, si les coachs techniques ont cette compréhension là, en harmonie avec un coach, une préparation physique, ça fait des trucs de ouf. Et je suis persuadé que c'est ce qui manque à ce jour là dans les sports de combat, en ayant pratiqué, vu, revu, etc. Ce qui se fait à l'heure actuelle, encore une fois, je pense que c'est vraiment un truc qui manque. Quoi qu'il en soit, le cardio spécifique dans le sport. Maintenant, c'est là où je vais m'attarder sur ça. On a 3 grosses qualités: la vitesse, la force, la vitesse max, la force et l'endurance. Et à partir de là, je me dis, ok, l'endurance, on va l'avoir d'un point de vue localisé et d'un point de vue global. Pareil, la vitesse, pareil, localisé d'un point de vue global, et la force d'un point de vue localisé d'un point de vue global. Maintenant, il faut se dire ça. Quand vous faites votre sport spécifique, vous allez principalement développer, je dirais, tout le temps d'un point de vue global jusqu'à un certain degré, mais principalement vous allez développer ces qualités d'un point de vue localisé, de par les demandes du sport, de par les demandes qui sont appliquées sur votre corps. Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Donc lorsque je pense cardio, un boxeur, eh bien, il va développer son endurance au niveau de ses épaules, de la coordination que le corps doit créer, ok, intra-intermusculaire, pour pratiquer le sport. Et ça, c'est le premier truc à garder en tête. Donc pratiquer le sport, c'est ce qui va aider. Ensuite, eh bien, ce qu'il faut pas négliger, c'est le fait de le faire d'un point de vue global également. Et je pense que c'est ce qui est négligé dans les sports de combat, c'est que on pousse, on utilise des intensités qui sont relativement élevées, mais on le fait pas à des intensités qui sont basses, où on va travailler sur l'adaptation globale, c'est-à-dire l'adaptation que notre cœur a à pouvoir développer, notre cœur, nos poumons, etc., à développer cette capacité-là. Donc c'est là où ça sera intéressant d'inclure du travail global, qui n'a rien à voir avec le sport en salle de préparation physique. Ça peut être la course, ça peut être du vélo, etc. Quelque chose qui a du sens à un moment donné, où là, on va développer vraiment cette capacité cardiovasculaire d'un point de vue global. C'est là où le travail de zone 2, etc. est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que j'intégrerai de manière générale. Vous voyez qu'on n'est pas spécifique du tout au sport. Maintenant, d'un point de vue force, selon moi, encore une fois, c'est quelque chose qui est négligé dans la plupart des sports de combat, parce qu'on ne travaille pas sur l'aspect global. Okay, donc on va le faire d'un point de vue, je dirais qu'on travaille plutôt sur l'aspect vitesse ou l'aspect puissance, qui va être le croisement entre la force qu'on a actuellement et la vitesse à laquelle on arrive à exploiter cette force. Donc les combattants vont envoyer un point rapidement, etc. Donc on va travailler avec ce qu'on a déjà. Et en salle de préparation physique, c'est là où on va chercher à augmenter ce palier de son système nerveux en ramenant le tout à un niveau plus élevé. Et comment on va le faire? On va utiliser des charges externes éventuellement, etc. etc. Okay, donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose que j'intégrerais si j'étais vous. Développement de la force avec des exercices polyarticulaires. J'ai déjà fait 1000 épisodes là-dessus. Donc là,
une fois axé sur le haut du corps, une fois axé sur le bas du corps. L'aspect vitesse, selon moi, c'est là où dans la plupart des sports de combat, on le retrouve déjà. Donc j'y mettrai un peu moins d'accent en salle de sport. Donc principalement cardio, d'un point de vue global, et développement de la force max, ce palier à décharger, atteindre ce nouveau palier qui permet à notre système nerveux de décharger un peu plus de force à chaque fois qu'on va pousser le truc, ok? Donc j'organiserai le tout de cette façon-là. Maintenant, l'aspect maintenance articulaire est très important également. Vous avez peut-être des douleurs qui reviennent de manière récurrente à certains endroits. Vous utilisez principalement des fonctions qui sont toujours les mêmes au niveau de certaines articulations. Donc je pense par exemple aux boxeurs, les épaules, beaucoup en rotation interne, etc. Là, on veut aller retravailler sur les trucs que on néglige, ok, l'aspect opposé de ce qu'on utilise constamment. Donc, je pense au boxeur, rotation interne de l'épaule, et je vais inclure du travail de rotation externe de l'épaule, parce qu'éventuellement, c'est ce que je n'utilise pas, je le perds, je vais le négliger. Et éventuellement, le fait d'être coincé à toujours utiliser les mêmes angulations, c'est là où ça devient problématique, parce qu'on réduit l'amplitude, les amplitudes auxquelles on a accès, et on finit par stresser toujours les mêmes tissus, et c'est là que ça devient problématique. Donc, on doit regagner cet espace pour qu'on ait plus de variabilité de mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser un coup, eh bien, on va pas utiliser toujours les mêmes lignes de tissu parce qu'on a à disposition plusieurs chemins. J'aime bien utiliser l'exemple des baskets. Bon, c'est ça comme si vous aviez 1000 paires de baskets. Et chaque jour, pour utiliser différentes paires de baskets, mais pour faire le même chemin. Et bien éventuellement, vous allez garder des paires de baskets qui sont neuves. Mais si vous avez que 2 paires de baskets, et bien éventuellement, les 2 paires de baskets vont être ruinées relativement rapidement parce qu'on utilise toujours les mêmes. C'est exactement la même chose. Donc pensez à travailler sur l'opposé de ces fonctions articulaires qu'on utilise constamment. Et croyez-moi, ça va vous permettre de regagner ces trucs que vous perdez, qui au final vous rendent moins humain. Parce que le sport a sa spécificité. Le sport va demander d'utiliser votre corps d'une certaine façon bien spécifique, qui va donc modeler le tout par le sport, d'accord, qui est pratiqué, et vous allez perdre tout le reste. Et tout le reste, c'est ce qui vous rend humain, c'est ce qui vous garde en bonne santé. Et rappelez-vous que la santé, c'est le prix à payer pour la performance, malheureusement. Donc on doit toujours balancer le tout. Ok, je travaille sur ma perf, en travaillant sur les trucs que j'ai mentionnés, mais je travaille également sur ma santé en gardant le côté humain. Et donc je vais inclure du travail de mobilité, etc., en travaillant sur les aspects que j'ai mentionnés. Donc dans les grandes lignes, c'est comme ça que j'organiserai du travail de préparation physique pour les athlètes de sport de combat, encore une fois spécifié en fonction du sport de combat que vous pratiquez, mais ce sont les qualités que vous voulez travailler de manière globale. Et si encore une fois vous le faites de manière intelligente en gardant ces qualités-là en tête, en salle, avec un aspect technique, je dirais, ou le coach technique, eh bien c'est là que ça devient encore plus intéressant parce que chaque séance a un objectif. Ok, salle de préparation physique, aujourd'hui c'est salle de préparation physique sur le développement de la force max. Je cherche à booster mon système nerveux. Ok, un jour aujourd'hui je fais mon travail de PAO avec mon coach et on travaille sur l'explosivité. Ok. On travaille sur le fait de produire un maximum de force le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des temps de repos adéquats, un temps de travail adéquat, ok? Parce que le but, c'est d'apprendre à être endurant sur le fait de décharger cette intensité max avec le temps le plus court possible. Et donc, on doit le faire graduellement. On doit avoir un système également. Ok, c'est là que c'est intéressant. Ok, je vais travailler sur mon endurance en tant que boxeur. Ok, ben là, ça va être du travail à intensité basse, intensité plus haute, intensité modérée, etc. Encore une fois, bien spécifique. Tout est bien organisé. On sait pourquoi on met un temps de repos bien précis. On sait pourquoi on utilise un temps de travail bien précis. On sait quelle force on va appliquer, etc. Si vous organisez le tout de cette façon-là, croyez-moi, c'est un game changer. Donc voilà, les amis, je vais travailler sur plein de programmes pour vous. Vous inquiétez pas, c'est déjà prévu, c'est déjà dans les books, comme on dit. Okay, donc soyez patients, ça arrive très prochainement. Dans tous les cas, j'espère avoir pu vous aider. Si vous êtes un coach sportif, un kiné, un physio, les portes sont ouvertes pour la 7e vague de mon programme Mentorship. Le lien est dans la description. Il ne reste plus que 20 places à l'heure où je vous parle. Ça commence le 1er janvier 2024. Donc, allez checker tout ça. Et pour tous les autres programmes, je vous invite à checker la description également. Et plein de trucs qui viennent par la suite. Dans tous les cas, nous on se voit /parle très bientôt. Peace.